Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 3 février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer. J'en étais au chapitre 6, la sagesse dans la vie, le petit 1, la philosophie, nous l'avons vu, le petit 2, le génie, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et j'attaque la lecture du petit 3, l'art. Euh, je découvre en même temps que je lis ce qui est écrit. Et à partir de là, je fais des digressions par rapport à ma propre philosophie que vous pouvez retrouver sur mécaniqueuniverselle.net, mon site internet. Euh, et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. C'est la thèse que je défends. L'humanité évolue et va vers son ultime perfection. L'ultime perfection, c'est la finalité de l'humanité. Voilà, il faut aller voir un petit peu ce qui est écrit pour en comprendre la teneur. Euh, et donc, à travers la lecture de Schopenhauer, à travers donc le résumé qu'en a fait Will Durant, je me rends compte que bon, la volonté, c'est pour lui le moteur fondamental de l'humanité. Et en cela, il est novateur. Il amène euh, à l'histoire de la philosophie l'idée qu'il faut regarder de ce côté-là, que la volonté est quelque chose de très important dans le psychisme humain et donc dans l'humanité tout entière, mais que c'est en même temps une sorte d'esclavage, une sorte euh, de pression qu'elle met sur l'homme et qui l'empêche d'être véritablement heureux. Et donc on voit dans ce nouveau chapitre, là, dans ce dernier chapitre, qu'en fait, l'homme peut se libérer de cette volonté. Et on va, je pense, découvrir vers quoi il veut aller pour montrer comment l'homme peut se libérer de cela. Et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de... la découverte de la pensée de Schopenhauer pour moi, est une vraie révélation. Elle va tout à fait avec la théorie que je défends et qui a été une théorie tout à fait intuitive, euh, qui est venue comme ça. Voilà, donc je vais commencer à lire et je vais digresser à partir de là. Le petit 3, l'art. Cette libération par la connaissance de l'esclavage de la volonté, cet oubli du moi individuel et de ses intérêts matériels, cette élévation de l'esprit à la contemplation passive de la vérité, voilà quel est le rôle de l'art. Et c'est là où c'est très très intéressant. Parce qu'en fait, ce qui veut bien dire, c'est que la connaissance de l'esclavage de la volonté, il faut prendre conscience que nous sommes esclaves de cette volonté. Mais en même temps, moi, dans ma théorie, je démontre que nous devons être encore esclaves de cette volonté, de cette pulsion, de nos pulsions, de nos basses pulsions même, des généreuses comme des plus infâmes, l'envie, la jalousie, etc. Tout ça, ce sont des moteurs de, notre, de la construction de notre perfection. Nous, les hommes constructeurs, nous construisons cette perfection. C'est notre rôle. Voilà. Dans l'humanité, ce qui perdure, c'est l'humanité, c'est l'espèce. En réalité, nous ne faisons que passer. Et dans ce passage, nous donnons l'entière partie de notre vie, toute notre vie, nous la consacrons, sans le savoir, à la création de cette humanité, de cette perfection, de ce perfectionnement progressif. Tout ce que nous faisons, en bien comme en mal, est
utilisé par le principe créateur, par l'évolution, pour engendrer ce que moi j'estime comme bien, c'est-à-dire l'ultime perfection, l'accession à l'extase, l'accession à la contemplation, à la béatitude. Voilà. Et donc, la connaissance de l'esclavage de la volonté, l'oubli du moi individuel, tout ça c'est très important pour se libérer, pour passer du côté du bonheur, pour atteindre le souverain bien dont parlent les philosophes grecs. Et donc l'oubli du moi individuel et des intérêts matériels, c'est l'élévation de l'esprit à la contemplation passive de la vérité. Voilà, évidemment, ça c'est la montée vers l'extase. Et donc je suis époustouflé par le fait que c'est ce qu'a compris Schopenhauer. Et lorsque j'entends parler de Schopenhauer dans bien des lieux, cette partie-là me semble sous-estimée. On parle de la volonté, etc., tout ce qu'il a découvert de cette chose-là. Mais on ne voit pas suffisamment le fait qu'il a compris que pour atteindre le bonheur, pour accéder au bonheur suprême, au souverain bien, il faut tomber dans la contemplation, donc la cessation de la volonté, donc l'extase en réalité. Donc voilà quel est le rôle de l'art. L'objet de la science, c'est l'universel qui contient une foule de particuliers. L'objet de l'art, c'est le particulier qui contient un universel. Ouvrez les guillemets. Le portrait même, comme le dit Wickelmann, devrait être l'idéal de l'individu. Fermez les guillemets. Lorsque je parle de guillemets, c'est des citations sans doute que Will Durant reprend de Schopenhauer. Je continue. Dans le portrait d'un animal, ce qui est le plus caractéristique est considéré comme ce qu'il y a de plus beau, parce que cela révèle le mieux l'espèce. Une œuvre d'art est donc bonne dans la mesure où elle évoque l'idée platonicienne ou universelle du groupe auquel appartient l'objet reproduit. Bien sûr, et c'est là où Platon, il est aussi génial, bien sûr, et tous ces grands philosophes sont des génies, tout simplement, parce que c'est l'universel, c'est dans l'universel qu'il y a quelque chose de beau et de transcendant. Évidemment, on peut dire d'un être humain qu'il est magnifique, qu'il est super beau, etc. On peut voir une beauté superbe, mais en réalité, ce qui est beau, c'est l'ensemble humain, c'est l'humanité, c'est le côté, c'est le sublime au-delà de l'individu. C'est pas le cheval particulier, c'est le cheval en tant que sublimité. Voilà. Le portrait d'une personne doit donc viser non à une fidélité photographique, mais à révéler autant que possible, dans une seule image, quelques qualités essentielles ou universelles de l'humanité. Là, c'est incroyable parce qu'il ouvre la porte complètement à l'abstraction, à l'impressionnisme, à l'expressionnisme. C'est incroyable. Et il écrit cela au début du 19e siècle, en 1820, dans ces eaux-là. Donc, quelques qualités essentielles ou universelles de l'humanité. Et donc là, il y a un petit renvoi. De même, en littérature, le portrait des caractères acquiert sa valeur, toutes choses égales d'ailleurs, dans la mesure où l'individu, nettement dessiné, représente aussi un type universel, tel Faust et Marguerite, Don Quichotte et Sancho Panza. Voilà, un type universel. C'est le type universel qui est important dans les choses. Alors évidemment, ça ne doit pas se faire au détriment de l'individu. L'individu est sacré. Il n'y a pas à mépriser l'individu pour le type universel. Non, non. Chaque individu
est une représentation de cet universel, sans lequel il n'existerait pas. C'est parce qu'il y a chaque individu que l'individu universel, l'individu humain universel, a du sens. Donc voilà, c'est très important pour comprendre qu'on ne doit pas maltraiter l'être humain sous le prétexte de la somme, ce qu'ont fait justement les nazis, pour le but à atteindre, pour l'ensemble de leur race à l'époque. Ils étaient capables de sacrifier une partie ou les parties de leur peuple qu'ils jugeaient extérieures, et même leur peuple, ces dictateurs. Voilà, c'est en imaginant l'universel qu'ils peuvent massacrer. Donc l'universel, oui, mais aux dépens de personne, au contraire, à l'avantage de chaque individu. Alors, l'art est supérieur à la science, parce que celle-ci procède par accumulation laborieuse et par raisonnement circonspect, tandis que le premier atteint son but d'emblée par intuition et représentation. La science peut se contenter du talent, mais l'art exige le génie. C'est exact. Mais il y a autant, parfois, dans la science, il y a du génie. Voilà, c'est lorsque le scientifique est aussi un artiste. C'est le cas d'Einstein, quand voilà, parce qu'il a la vision globale des choses, et la vision spirituelle surtout. Il est spirituel. Alors, un scientifique qui est spirituel, je pense qu'il atteint le niveau de l'art, à ce niveau-là. Parce que le spirituel, je ne parle pas du religieux, je ne parle pas du scientifique qui va inventer des choses pour les criminels qui se réclament du christianisme pour aller massacrer d'autres personnes ou d'une autre religion, hein, de n'importe quelle religion. Je parle du spirituel, celui qui a une vision universelle. Parce qu'un vrai spirituel a une vision universelle, antiraciste, bienveillante. Voilà, c'est la grande différence avec celui qui utilise la religion comme un sport de combat. La jouissance que nous retirons du spectacle de la nature, comme de la poésie ou de la peinture, vient de la contemplation de l'objet dans l'intrusion de notre volonté. Pour l'artiste, le Rhin offre une série de vues splendides, suggestives de beauté pour les sens et l'imagination. Mais pour le voyageur absorbé par ses affaires, ouvrez les guillemets, le Rhin et ses rives ne formeront qu'une ligne et le pont qui le traverse, d'autres lignes qui coupent la première, fermez les guillemets. Et c'est là où la contemplation est fondamentale. Parce que si on est dans les soucis, dans la projection, celui qui est dans le voyageur absorbé par ses affaires, ça veut dire qu'il est dans la projection de ses affaires. On ne vit pas dans cet état-là. Et c'est malheureusement, ou heureusement en même temps, c'est le lot de la majorité humaine. Nous sommes affairés aux choses. Nous anticipons, nous prévoyons, notre cerveau est toujours soit projeté dans l'après, pas les médias, mais les moments qui viennent. Je dois faire ci, je dois aller là, je dois prendre ma voiture et faire ça. Chose qui fait que on maltraite la sensation d'immédiat. On n'est pas dans le présent immédiat, mais le présent immédiat, il n'y a que dans la contemplation, la béatitude, l'extase, le nirvana, qu'on est vraiment, véritablement immergé dans l'immédiat, sans en sortir. Et des fois, notre cerveau doit aller faire des références ou est lié à des références passées, des traumatismes, etc., etc. Donc, on est rarement dans cet immédiat, qui permet ben voilà, dans le train, si celui qui regarde, celui qui
voit le paysage et qui en même temps est conscient de son corps et de ce qu'il ressent et de tout ce qui l'environne, voilà, il sera dans un état de vraie conscience. Celui qui projette, qui est dans le train avec l'envie de vite arriver pour régler ses problèmes, ses affaires, ou qui n'arrête pas de penser à ce qui va se passer dans l'avenir, quand il sera arrivé, eh ben, il est juste normal. C'est comme ça que la plupart des êtres humains vivent. C'est créatif, ça permet à l'humanité de créer des choses, mais ça nous empêche d'être dans le bonheur absolu. Alors je reprends ma lecture. L'artiste est tellement affranchi de préoccupations personnelles que, ouvrez les guillemets, pour la perception artistique, il est indifférent de regarder le coucher du soleil de la fenêtre d'une prison ou de celle d'un palais. Fermez les guillemets. C'est valable pour certains artistes, c'est une généralité qui me semble pas être applicable à la généralité des artistes. Parce que bien souvent, l'artiste, il est aussi prisonnier il est dans sa pensée, il réfléchit, il anticipe, etc. Il n'est pas dans l'immédiat. Il n'y a que l'extatique qui peut atteindre cet état subliminal. Ouvrez les guillemets. C'est cette perception passive qui met un charmant chanteur sur les choses passées et lointaines et nous les fait voir en si belle lumière. Fermez les guillemets. Même les choses hostiles, quand nous les contemplons sans excitation de la volonté et sans danger immédiat, nous apparaissent sublimes. Pareillement, la tragédie peut prendre une valeur esthétique en nous libérant de la lutte, de la volonté individuelle et en nous permettant d'envisager nos épreuves sous un aspect plus large. Je pense que Nietzsche a pris cette phrase pour quelque chose, a pris ce concept pour argent comptant. Et je ne pense pas que c'était ce que voulait dire Schopenhauer. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il a pu voir que dans la tragédie, il y avait quelque chose de positif. Évidemment, on peut aussi le prendre comme ça. Mais je pense que ce n'est pas la bonne vision. Enfin, voilà, tout ça, c'est peut-être pas vraiment juste. Hein. Voilà. L'art adoucit les maux de la vie en nous montrant ce qui est éternel et universel, derrière ce qui est transitoire et individuel. Et c'est clair, et l'art est dans tout. L'art maintenant occupe toute l'existence de l'homme dans la plus grande partie. Parce que tout a été fait avec art. Voilà, moi je suis devant un écran d'ordinateur, celui qui a pensé le design de ça, il recherchait quelque chose de beau, il recherchait quelque chose d'universel. La tasse qui est là, le siège, la table qui est ancienne et qui a été fait avec cet amour-là. Et donc, partout où porte notre regard, il y a quelque chose de lié à l'art, quand même. Voilà. Un art un peu moins important, on va dire, que l'artiste qui travaille à faire évoluer l'histoire de l'art, mais quand même une valeur artistique. L'art adoucit les maux de la vie en nous montrant ce qui est éternel et universel derrière ce qui est transitoire et individuel. Spinoza avait raison, dans la mesure où l'esprit voit les choses sous leur aspect éternel, il participe à l'éternité. Et bien sûr, puisque si on se promène dans la nature, on ne peut voir que l'harmonie de la nature, l'organisation de la nature, le beau, ce qui est fait pour stimuler quelque chose de magique à l'intérieur de nous, stimuler de l'amour, stimuler de la joie, de la beauté, eh bien la nature est organisée pour ça.
Et c'est comme ça d'ailleurs, qu'elle se perpétue, voilà, un cerisier en fleurs, et ça a une raison. Et évidemment, il y a quelque chose, il y a un sens derrière, un sens pratique. Mais ce sens pratique est construit artistiquement. Enfin, nous, on le perçoit artistiquement. Voilà. Et la nature le perçoit certainement artistiquement. Voilà. Il y a quelque chose d'harmonieux dans cette création. Ou alors, comme nous sommes créés dans cette création, nous la trouvons harmonieuse. Peu importe. En tout cas, ce que notre conscience ressent, c'est que ce monde est harmonieux, beau et artistique. Plus que tous les autres arts de la musique, celui de la musique a le pouvoir de nous élever au-dessus des conflits de la volonté. Ouvrez les guillemets. La musique n'est nullement comme les autres arts la copie des idées, fermez les guillemets, ou de l'essence des choses, mais elle est, ouvrez les guillemets, la copie de la volonté elle-même, fermez les guillemets. Elle nous montre la volonté éternelle en mouvement dans ses efforts et ses égarements, se repliant toujours sur elle-même pour recommencer de nouveaux efforts. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi l'action de la musique est plus grande et plus pénétrante que celle des autres arts, car il ne nous parle que d'images, tandis que la musique évoque les choses elles-mêmes. Fermez les guillemets. La musique diffère également des autres arts en ce qu'elle affecte nos sentiments directement et non par l'intermédiaire des idées. Elle s'adresse à quelque chose de plus subtil que l'intelligence. Ce que la symétrie est aux arts plastiques, le rythme l'est à la musique, en sorte que la musique et l'architecture sont aux antipodes l'une de l'autre. L'architecture, comme le disait Goethe, est de la musique figée, et la symétrie, c'est le rythme immobile. Le rythme immobile, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, c'est l'art, c'est toujours l'art. C'est toujours l'art. Parce que l'organisation se fait de façon à finir en art. Voilà, si on voit 4 immeubles qui se suivent, une rue avec plein d'immeubles, le fait que chaque architecte a mis sa propre vision de l'art, de l'architecture, fait que dans ce disparate, il y a quelque chose de superbe, une nouvelle création qui s'est faite par ajout de plusieurs créations. Les villages sont comme ça, la campagne est comme ça, c'est l'ajout c'est le travail, c'est un travail collectif absolu. Et on ne se rend pas compte de cette collectivité, de ce travail collectif incroyable qui est réalisé. Parce que c'est en plus sur des centaines de milliers d'années, ou sur des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années parfois. Voilà, la nature a été, une haie a été faite à tel moment, tel arbre planté à tel moment, un autre un peu plus après, etc. Et ça devient un petit massif d'arbres, là, qui ont été plantés par plusieurs personnes à plusieurs moments, etc. Et devant, il y a une haie, et cette haie, elle a été faite plus tard, etc. Ce pré, il y a eu des gens qui ont déraciné des arbres, c'était peut-être une forêt, il y a 6-7 000 ans, etc. Bon, voilà. Donc, l'humanité, l'évolution, notre évolution, c'est un travail absolument collectif. Et l'humanité doit prendre conscience que si c'est un travail collectif, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous unifier comme les grandes religions l'ont tout le temps préconisé. C'est pas pour rien qu'elles disent que nous sommes une seule identité. Et donc, il est temps maintenant pour l'humanité
de commencer à voir que nous sommes non seulement une masse d'ouvriers collectifs qui travaillons à une chose essentielle qui est l'humanité dans son ensemble. Que nous avons construit toutes les structures pour commencer à voir que nous devons travailler en unité, en harmonie universelle, en paix universelle. Nous avons construit depuis quelques décennies, les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Nous avons construit les structures pour travailler universellement. Donc on doit commencer à y penser, à comprendre que c'est notre but. Et donc d'évaluer progressivement l'agressivité, la violence, le racisme, l'animosité avec l'autre communauté, l'autre pays, l'autre nation, le désir de rester dans un système, dans les systèmes archaïques de l'impérialisme, de la domination d'un peuple sur l'autre, de la prédation de ses richesses, de sa force de travail, etc. On doit commencer à dévaluer cet état d'esprit. Le néolibéralisme l'a au contraire survolté, mais pour la bonne cause, parce qu'il devait, ce néolibéralisme, nous faire monter du national au continental déjà et vers l'universel, la mondialisation. Il l'a fait de la manière la plus désagréable qui soit, on va dire, la plus injuste, motivée que par le désir d'enrichissement, que par la vénalité. Ce n'est pas les grandes idées qui ont mis en route la mondialisation. Sinon, nos grands patrons, quand ils délocalisaient dans les pays pauvres, ils auraient vraiment offert des conditions de vie à ces ouvriers magnifiques. Ils les auraient amenés complètement vers le bonheur, à pratiquement progressivement, ce que nous avons gagné en l'espace de 300 ou 400 ans de lutte, le monde industriel. Au lieu de ça, il a profité de cette main-d'œuvre corvéable, esclavagée, pour l'abuser, pour s'enrichir outrageusement. Donc, c'est comme ça, c'est l'être humain. Le mécanisme de l'être humain et du dominant, du système dominant, c'est, quand il le peut, d'écarter, de neutraliser tout système de contestation. C'est exactement ce qu'a fait le néolibéralisme en prenant le pouvoir dans les années 80. Il s'est organisé de manière très très intuitive. Il n'y a même pas une vision globale, c'est juste qu'un dominant, mais ça peut être dans un village, un quartier, un dominant, il monte et une fois qu'il est arrivé à dominer un petit groupe, là, il va essayer de faire taire toute contestation, tout ceux qui peuvent le critiquer, le contester, etc., pour entrer dans la toute-puissance, par peur d'être renversé, Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le monde occidental, le néolibéralisme occidental. Quand il a pris le pouvoir, il a écarté, il s'est accaparé l'instrument magique de contestation qui pouvait le critiquer, qui pouvait lui servir de garde-fou, qui pouvait le maîtriser, c'est les médias. Il s'est accaparé les médias et en s'accaparant les médias, il a éteint l'esprit critique des médias et il a flingué cette corporation. C'est incroyable. Et donc les gars des médias qui ont cru qu'ils allaient être
que ça allait être le bonheur de passer dans le libéralisme, de sortir de l'oppression politique qui était bien inférieure à l'oppression du marché. Ils avaient beaucoup plus de liberté quand ils étaient dominés par le politique que quand ils sont dominés par le marché. Ils ont complètement dégradé leur corporation, la corporation des journalistes dans le monde industriel, dans le monde occidental. C'est une catastrophe. Il a réussi à corrompre les syndicats, il a réussi à les maîtriser, il a réussi à anéantir le système qui le contestait, c'est-à-dire le communisme. Donc il a tellement quand il a fait tomber ce capitalisme, ce nouveau libéralisme a tué en fait son adversaire qui était le communisme, il a anéanti le communisme qui vivait dans son sein, dans le sein du monde capitaliste. Il y avait un tissu communiste énorme dans les années 80, 70, 80, qui faisait un tissu social extraordinaire. Dans chaque petite ville, dans chaque village, il y avait un petit groupe de communistes qui s'occupaient des nécessiteux, qui faisaient, etc. Il a anéanti toute cette chose-là. Et le monde communiste, en voyant que s'était effondré l'URSS, ont abandonné la partie, ils sont partis en dépression. Ça a été fini, quoi, hein, ça a été la désescalade. Voilà, ça a été un travail conjoint entre le capitalisme qui a martelé que le communisme c'était la pire des choses et le communisme qui était désespéré devant, pas Billancourt, mais devant la chute de l'URSS. Et donc, mais c'était un moment. Il a fallu passer par 7 épisodes du néolibéralisme de toute puissance pour qu'aucune contestation ne se fasse jusqu'à ce que la mondialisation soit un peu assise sur quelque chose d'un peu solide. Maintenant, je pense que la mondialisation va commencer à être heureuse. Elle va commencer à travailler pour le bien de l'humanité. Pour l'instant, au début, elle devait travailler qu'à travers l'égoïsme, la surdité et cette offensivité hallucinante des capitalistes, de ces nouveaux capitalistes qui sont arrivés à partir des années 80. Les Bernard Tapie, les Berlusconi, voilà, etc., les Reagan, les Thatcher, voilà, qui sont arrivés, qui ont, avec une sorte de volonté terrible d'imposer ce nouveau capitalisme, chose qu'ils ont fait et dont nous devons commencer à sortir. Voilà, et on commence à le faire tout doucement. Il y a encore des résistances, évidemment. Là, le monde capitaliste veut encore engranger, veut encore continuer. Il y a une raison à ça, c'est que ça doit être... Il y a un sens à tout ça. Et tout est parfait dans le meilleur des mondes. Si ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se réaliser comme ça. Il n'y a pas d'erreur. L'humanité ne se trompe pas. Elle évolue comme ça. Des fois, elle nous révulse. Cette période-là du néolibéralisme, pour moi, est révoltante. Pour moi qui ai connu ce qui était avant. Il y a eu un pillage des richesses et des acquis sociaux. C'est catastrophique ce qui s'est passé. Mais en même temps, ça a permis de mettre sur pied la mondialisation, qui pourra effectivement peut-être devenir heureuse si on y travaille. Voilà, je vais arrêter là. La vidéo suivante, ça sera sur la religion. Après avoir donc travaillé sur l'art, nous allons voir ce que pense Schopenhauer sur la religion. Merci de votre écoute, à très bientôt.